Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, bon après-midi. Merci, Fomi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Amadou Valmouké, dont la tourmente, l'ex-directeur général de la CRTV, incarcéré depuis bientôt 5 ans à la prison de Kondengui, à Yaoundé, dénonce la dégradation des conditions sanitaires à raison de la pandémie de coronavirus dans ce pénitencier. Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice, il fait savoir qu'il fait des craintes au sujet de sa santé et même de pouvoir perdre sa vie. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo. Dans une correspondance au vitriol adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso, l'ex-directeur général de la CRTV dénonce la situation qui est la sienne actuellement à la prison de Kondengui. En effet, Amadou Valmouké s'émeut des conditions sanitaires qui se sont considérablement dégradées dans cette prison avec des cas de Covid-19 déclarés parmi ses co-détenus. Presque fataliste, l'ex-patron de la CRTV s'est dit à l'article de la mort comme les gladiateurs dans la Rome antique lorsqu'ils étaient jetés dans l'arène. Surtout, Amadou Valmouké met en exergue ce qu'il qualifie d'inhumanité de Laurent Esso, dont il recense un florilège de déclarations jugées péjoratives, telles « ça ne me fait ni chaud ni froid »,« les urgences c'est à l'hôpital »,« la justice est indépendante du pouvoir exécutif au Cameroun ». En fin de compte, Amadou Valmouké clame qu'il est emprisonné illégalement depuis 1708 jours, soit 5 années, avec 64 renvois de son affaire. Cela, poursuit-il, devrait lui assurer une extradition sanitaire, sans doute en référence au cas Ephraim Inoni et Yves-Michel Fotcho, ancien Premier ministre et homme d'affaires. Loin donc de cette issue, pour l'ex-manager de la CRTV, son malheur vient de ce que Laurent Esso lui a déclaré la guerre. Toute autre chose à présent, des femmes marginalisées dans la résolution des conflits au Cameroun. C'est le constat que fait la société civile qui dénonce le laxisme des pouvoirs publics sur la non-application de la résolution 3025 des Nations Unies, notamment sur l'implication des femmes dans le processus de paix et de sécurité. Le reportage de Aïe Cyril et Joël Sengue. 20 ans après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1325 sur l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité, son implémentation traîne dans divers pays. Au Cameroun notamment, la société civile dénonce de nombreuses entraves à la mise en œuvre d'un plan d'action national. Il n'y a pas eu un bon mécanisme de coordination, il n'y a pas eu une bonne façon de remonter les informations. Il y a eu des lourdeurs administratives qui ont un peu plombé le processus parce qu'il y avait des mécanismes qui devaient être mis sur pied. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille en a assuré le secrétariat. Mais comme je l'ai dit, le mécanisme de coordination n'a pas été très efficace. La société civile qui constate que le plan d'action national est difficilement mis en œuvre au Cameroun accuse les pouvoirs publics de ne pas s'approprier le document. Nous voulons que le gouvernement initie le processus. Parce que si le plan d'action est géré par l'ONU, ça veut dire que c'est un projet de l'ONU, ce n'est pas un projet du Cameroun. Oui, le Cameroun doit mettre en place des ressources, doit mettre en place toutes les ressources nécessaires pour voir que ce programme est réalisé. Mis à l'index, le gouvernement se défend en énumérant quelques actions menées. Le gouvernement a élaboré en 2017 un plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 qui mène des activités à travers les 4 piliers qui sont la participation, la prévention, la protection, le secours et le relèvement. Et ce plan d'action qui couvrait la période 2018-2020 est arrivé à échéance. Tout compte fait, le Cameroun est le théâtre de nombreuses crises. Et pour les partenaires au développement, la question de l'implication des femmes dans la résolution de ces crises se pose avec acuité. Pour nous, c'est essentiel que les femmes soient impliquées dans
dans ces processus de résolution de crise. Nous sommes vraiment intéressés de voir comment les différents pays mettent en œuvre la résolution 1325, car pour nous, la participation des femmes au processus de paix et de sécurité est cruciale. Il n'est pas question que les plans d'action nationaux soient identiques. Chacun doit évoluer selon son contexte. L'objectif final étant de s'assurer que la voix des femmes et des filles compte dans la prévention et la résolution des conflits. Le plan d'action national sur la résolution 1325 des Nations Unies va bientôt rentrer dans sa phase 2. La société civile exige que les populations à travers les collectivités territoriales décentralisées soient associées à sa mise en œuvre. La décentralisation du plan d'action dans les 360 communes. Et nous le proposons pourquoi ? Pour qu'il y ait une meilleure appropriation par les communautés et une meilleure implication dans le processus actuel. Sous la houlette de Women International League for Peace and Freedom, des experts sont réunis à Yaoundé. Objectif: présenter la contribution des organisations de la société civile à la révision du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Le chapitre santé de ce journal à présent, le service gynécologie de l'hôpital général de Douala connaît une baisse drastique du taux de consultation de près de 60%. Avec la pandémie de coronavirus, de nombreux patients ont déserté les hôpitaux, compliquant ainsi leur suivi médical et même leur état de santé. Le constat a été fait lors des journées portes ouvertes. Auprès de 400 femmes ont été dépistées de cancer du sein et du col de l'utérus. D'autres précisions dans ce reportage. Au pavillon du service gynécologie de l'hôpital général de Douala, une foule inhabituelle. Dans les couloirs, de nombreux patients en attente. Pourtant, il y a un an, le constat était tout autre. Avec la pandémie de coronavirus, ce service connaît une baisse drastique du nombre de consultations et d'activités. En gynécologie obstétrique, par exemple, la baisse est allée jusqu'à 50-60% de l'activité, puisque nous présentons l'activité du service tous les 3 mois. Et lors des présentations, c'était le même problème dans tous les services, parce que les gens juste avaient peur de venir à l'hôpital en raison de la pandémie. Selon le professeur Tientengue Far Charlotte, chef service gynécologie de cette formation hospitalière, cette baisse du taux de fréquentation a entraîné des complications dont le suivi des grossesses des femmes enceintes et une augmentation de la mortalité liée à d'autres pathologies telles que les cancers. Vous avez une patiente qui vous revient peut-être en fin d'année 2020 avec une tumeur qui a commencé dans le sein depuis le mois de janvier-février et qui vous dit que vraiment en raison de la pandémie, elle a préféré rester à la maison attendre parce qu'elle ne voulait pas prendre le risque pour sa santé et vient là à un stade 4 pour lequel on ne peut plus traiter et dès qu'on commence les traitements, la patiente décède. Nous avons aussi les cas des femmes enceintes qui restent à la maison, ne font pas des consultations. Par exemple, la pression artérielle commence à monter et elle vient simplement en urgence quand elle convulse. Et on en perd certaines. Briser la peur du virus du corona et sensibiliser le grand public sur la progression d'autres pathologies au Cameroun, c'est l'objectif de ces journées portes ouvertes du service gynécologie. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2, il n'y a pas que la COVID pour être la pathologie qui touche l'humanité actuellement. Il y a toutes les autres pathologies que nous avons toujours connues. Et si on ne fait pas attention et qu'on se concentre tous sur le SARS-CoV-2, mais bien évidemment, on va avoir une mortalité qui sera même plus élevée en raison de toutes les autres maladies, si on compare à ce que le SARS-CoV-2 peut soigner. Durant 3 jours d'activité, près de 400 personnes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus. Et de nombreux cas suspects sont déjà signalés. On a reçu trois dames avec des boules dans le sein qui étaient suspectes et une jeune fille qui avait un nodule qui n'avait pas du tout l'air suspect et chez qui on a prescrit des examens complémentaires à faire. Pour ce qui est du col, pour le moment, on n'a pas encore vu une tumeur du col, mais on a prélevé systématiquement toutes les patientes
pour leur frottis du col et c'est les résultats des examens qui nous diront s'il y a eu des lésions précancéreuses ou pas. Parce qu'une lésion précancéreuse ne se voit pas à l'œil nu. Les journées portes ouvertes du service gynécologie de l'hôpital général de Douala ont été l'occasion pour ces médecins de présenter leur savoir-faire sur la chirurgie endoscopique et l'accouchement par péridurale. Des femmes présentes à ce rendez-vous ont reçu des techniques pour l'autopalpation des seins et des conseils pour un meilleur suivi d'une grossesse. L'actualité hors de nos frontières à présent à la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel confirme l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette décision a été rendue hier, rejetant ainsi l'appel du procureur de la CPI en janvier 2019. L'ex-président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes avaient été acquittés dans l'épilogue de leur feuilleton judiciaire dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont désormais libres et à l'abri de toute poursuite judiciaire. À l'audience de ce 31 mars 2021, à la Cour pénale internationale de justice à La Haye aux Pays-Bas, la chambre d'appel de cette juridiction vient de confirmer l'acquittement des deux personnalités qu'avait décidé la Chambre de première instance le 16 juin 2019. La Chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la Chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce verdict de la Chambre d'appel de la CPI botte ainsi en touche l'appel de la procureure gambienne Fatou Bensouda contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et le leader des Jeunes Patriotes. Dans sa décision du jour, le juge Thilé Eboué Ossoudi demande de prendre toutes les dispositions pour le départ des deux acquittés vers la destination de leur choix, y compris la Côte d'Ivoire, leur pays. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au greffier de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transfèrement en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vers un ou des États tels qu'envisagés dans cette disposition, en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. En Côte d'Ivoire, loin de La Haye, c'est l'euphorie totale pour la famille, tous les partisans du fondateur du Front populaire ivoirien, avec au premier rang son épouse, Simone et Yves Gbagbo. Avec ce verdict final, c'est donc la fin d'un feuilleton judiciaire à rebondissement qui aura duré 4 ans, 2 mois et 2 jours, depuis l'ouverture du procès le 28 janvier 2016. Les deux hommes étaient poursuivis pour de présumés crimes contre l'humanité perpétrés en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, durant la crise post-électorale de la présidentielle. Arrêtés par les forces d'Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, et les forces spéciales françaises de l'opération Licorne appuyée par l'ONU, Laurent Gbagbo est assigné en résidence à Korogo dans le nord du pays, où dans un premier temps, il est inculpé et placé en détention préventive le 18 août 2011 pour crimes économiques, notamment vol aggravé, détournement de fonds publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Et quelques mois plus tard, précisément le 30 novembre 2011, la Cour pénale internationale inculpe Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Ils y resteront en détention préventive pendant 5 ans. Au bout de 10 ans d'incarcération pour rien, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont donc lavés de tout soupçon et désormais libres de retourner sur leur terre natale de Côte d'Ivoire qui leur a tant manqué. Et de Côte d'Ivoire, rendons-nous en RCA où le président directeur général du groupe Equinox a été reçu en audience par le président centrafricain au Palais de la Renaissance à Bangui. Des échanges fructueux sur des sujets divers. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Florent Ouattat et Cédric Noufeli.
Le renforcement de l'état de droit et le respect des principes démocratiques sont des axes majeurs du deuxième quinquennat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. À cet effet, des personnalités du monde médiatique ont été conviées à sa cérémonie d'investiture. Parmi elles figure le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, invité de marque à cette prestigieuse cérémonie. Ensuite, il a été reçu en audience au Palais de la Renaissance à Bangui. Durant près d'une heure, le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, ont discuté à bâton rompu des échanges qui ont porté sur la communication audiovisuelle en Centrafrique, les enjeux de sécurité intérieure et les défis socio-économiques pour ce pays d'Afrique centrale. C'est toujours un grand honneur, un privilège d'être reçu par Monsieur le Président de la République centrafricaine ici au Palais de la Renaissance. Alors, surtout à l'orée de son second quinquennat, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et Monsieur le Président de la République nous a adressé ses remerciements et ses encouragements pour la suite des engagements, parce qu'il a bien pris note des avancées conséquentes. Donc c'est un privilège et un plaisir renouvelé pour nous à chaque fois que Monsieur le Président de la République nous accorde une audience. Equinox Télévision a reçu les félicitations du président centrafricain pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle et la cérémonie d'investiture du chef de l'État centrafricain. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin in the west region of Cameroon, where workers of the company in charge of electricity production and distribution have downed their tools in Bafoussam. They say the management of the company must pay their salaries 6 months. Yesterday, they were in a peaceful protest demonstration in front of the company's head office in Bafoussam, as Samat Njikan Gebre tells us in the following report. Workers of the company in charge of production and distribution of energy in Cameroon are angry. The workers blocked the main entrance of the enterprise in Bafoussam, West Region on Tuesday, demanding for better working conditions. They are asking for the payment of their old salaries and the regularization of their situation with Social Insurance Fund. We want salary and we want somebody to solve our problem for CMPS. We need our salaries and they should solve our problems with the CMPS. If these our problems are not solved, no work. We have to start reading matters from April 4th. No one will go to work. We have been manipulated for long. They don't manipulate me for long and the grade for stop today. Now why that way we would be outside? Even now, better we die. We do field work, and as a woman, I can't drive a motorcycle, so I spend 5,000 francs per day. It's enough. With unpaid salaries, we can't continue. Apart from the non-payment of the salaries, they also complained of the lack of medical bonuses. In an attempt to save the face of the enterprise, the regional delegate of ENIO for the West and Northwest regions went to calm down the tempers. Vous êtes le bras d'ENIO sur le terrain. J'ai beaucoup de considération. You are the hands of ENIO on the field. I have so much consideration for you. Please have some consideration too for me. You didn't submit your complaint with complete elements. Inside, certain things were not said. We are going to ensure that the unpaid salaries are settled. We don't deal directly with you, but now we shall do monitoring on the field because you are the eyes of ENIO.
l'utilisation qui est faite des ressources sur le terrain. Even with the assurance from the regional director of ENIO for the West and Northwest regions, the protesters were not convinced, so some members were choosing for further discussions to search for a lasting solution. And now we talk an incident in the northwest region of Cameroon to say that over 11 houses, their entire contents and food crops have been reduced to ashes in what victims say is a strange fire incident in Binjeng and B villages of Nkambe Central Subdivision of the Donga Mountain Division in the northwest region of Cameroon. Local sources say an estimated 50 persons, direct victims, have been rendered homeless and over half that number affected indirectly. Some sources say the fire spread from a nearby bush, and efforts from the farming population to contain its ravaging effects proved futile. Some of the victims are said to be widows, and others say the impact might just be double, given that their crops are being destroyed at the beginning of the planting season in that part of the northwest region of Cameroon. Former General Manager of the Cameroon Radio and Television, Amadou Vamulki, paints a tear-provoking letter from his incarceration center in an open letter from his detention room at the Kundingi Maximum Security Prison in Yaoundé. Jendi Sana, one-time General Manager of the CRTV, Amadou Vamulki, cries in pains and frustration that is fast approaching him in prison through the coronavirus. Helplessly writing to the Minister of Justice, keeper of the seal in Cameroon, Laurent Esso, Amadou Vamulki revealed that 2 of his cellmates have contracted COVID-19. He says one of them just returned with a suffocating chest pains from a brief spell in hospital, revealing further that, according to the suffering detainee, another of their cellmates remained hospitalized with COVID-19 and has 40% of his lungs damaged. Amadou Vamulki also says a third cellmate of theirs has been admitted in hospital and placed under medical supervision with COVID-19 symptoms. In total, 3 out of his 8 cellmates have been touched by coronavirus, and the former CRTV general manager fears for his life. 71-year-old Amadou Vamulki in his letter voices amazement at what he says is the way the Justice Minister has declared war on him, and further says he is aware that his open letter could result in him being transferred to an even more inhumane place of incarceration, such as the dreaded State Defense Secretariat in Yaoundé. Vamulki says that that will mean nothing to him, as he has been seen worse already. He says he has been detained for 1,708 days already over embezzlement, whereas he embezzled nothing. And now, on to the report of Transparency International and Human Rights Watch on how the government of Cameroon managed money given by the IMF for the COVID-19 pandemic. Innocent Azen, the following report tells us that the international rights groups and Transparency International in this report say the funds were mismanaged, that officials in charge of managing the funds failed to respect the criteria outlined by the institution. His report. Analyzing the COVID-19 pandemic and funds management in Cameroon, Human Rights Watch and Transparency International recall that in April 2020, the Health Minister announced a 58 billion franc CFA response plan, and on May 4, the International Monetary Fund, IMF, approved a $256 million emergency loan to help finance it. In October, the IMF approved a second $156 million loan to finance a more robust $825 million 3-year package to support the country's health system and help businesses and households affected by the pandemic.
As part of the May loan, the Cameroonian government pledged to use the funds transparently and committed to issuing semi-annual reports on COVID-19 spending, commission an independent audit, and publish documents related to results of public procurement and beneficial ownership information of companies awarded contracts. From the beginning, virtually no public information was provided regarding the government's COVID-19 spending. Healthcare centers made urgent appeals for support from an emergency health fund, into which they have been paying 10% of their revenues since 1993, according to medical staff, whom Human Rights Watch interviewed from various regions in April and May. But they said they had received no support. The government does not publish any information about the fund and did not respond to a Human Rights Watch letter regarding it. The president established a second solidarity fund and appealed to private companies and citizens to contribute, but that fund was also not transparent. In interviews with Human Rights Watch, medical staff reported shortages in basic hospital goods. Based on over a dozen interviews Human Rights Watch conducted, hotels received only very partial or no compensation for their costs. The government has not published any information regarding its contracts with or reimbursement to such hotels. After public pressure, the Health Ministry, citing Agency of Transparency, published a 2-page statement on July 29th about how it spent about 22 billion francs CFA, which it said was its total expenditure to respond to COVID-19 in the preceding 5 months. It included only vague categories that provide no real possibility for the public to verify. Before the IMF approved a second emergency loan, it required the government to change its rule to enable it to publish beneficial ownership information of companies awarded contracts and to publish the backlog of all COVID-19 related contracts awarded since May 4, including the beneficial ownership. In practice, however, the government never uploaded this information into a central database. Instead, it produced a list of the names of companies awarded contracts, beneficial owners, and the contract amount, but there are no links to that document on any government website. The only link appears to be on page 47 of an IMF loan agreement. With regards to the commitments to conduct an independent audit, the state agency, Contrôle Supérieur de l'État du Cameroun, has reportedly begun an audit, and the finance minister has called for tenders for an independent audit. As concerns recommendations of Human Rights Watch and Transparency International, good governance, including anti-corruption efforts, should be at the heart of rebuilding resilient and inclusive economies, particularly as governments are looking to bolster spending on health, social protection, and other fundamental rights while reducing inefficiencies in spending and raising revenues. And the appeal chambers of the ICC has confirmed the acquittal of Laurent Gbagbo and Charles Goudé in the decision which was read by Judge Chile Ebwe Osoji Wednesday. The appeals chamber of the International Criminal Court indicates that it rejects the prosecutor's appeal and confirms the decision of the trial chamber 1 of the institution. In January 2019, the former Ivorian president Laurent Gbagbo and his youth leader Charles Goudé were acquitted for all charges of crimes against humanity allegedly committed in Côte d'Ivoire in 2010 and 2011. 16 September 2019, the prosecutor filed a notice of appeal against the decision. The appeal chamber has rejected the appeal. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the midday on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Ambo will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal.
Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.